Bernard Arnault est le 4e homme le plus riche du monde. Sa fortune colossale est estimée à plus de 60 milliards d'euros. Il est notamment propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Échos. Et à ce titre, le milliardaire touche 12 millions d'euros d'aide de l'État chaque année. Cet argent, c'est celui des contribuables français, c'est le vôtre. Alors, reprenez le pouvoir, donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté. Je suis heureux d'accueillir Patrick Jardin. Patrick Jardin, bonjour. Bonjour. Votre vie, celle de votre famille, a basculé un soir, ce soir du 13 novembre 2015. Ce jour-là, bien évidemment, tout le monde s'en souvient, la France doit faire face à des attaques terroristes de très grande ampleur au Stade de France, dans les rues de Paris et dans la salle de spectacle du Bataclan. Et c'est là que, dans cette salle de spectacle au Bataclan, votre fille, Nathalie, a été assassinée. Votre fille était au Bataclan. Est-ce qu'elle y était pour des raisons personnelles, de suivre le concert, ou professionnelles? Non, professionnelle. Ma fille travaillait au Bataclan depuis déjà 3 ans. Elle était éclairagiste. Elle avait passé son diplôme d'éclairagiste et elle travaillait là en plus de quelques concerts qu'elle faisait avec des groupes comme U2, les Fatal Picard, etc. quoi. Quel âge avait-elle? Elle avait 31 ans. Quel était son parcours? 31 ans, écoutez, elle n'était pas de Paris, elle était montée non, à Paris. elle était de Marc-en-Barœul, dans la banlieue lilloise. Son parcours, elle a passé un bac S, elle a fait après l'école française d'attaché de presse, à la suite de quoi elle a fait un master de communication. Et puis un jour, elle me dit, papa, comme j'étais attaché de presse d'un groupe qui s'appelait Marcel et son orchestre, j'aimerais rester dans le monde du spectacle, je voudrais faire de l'éclairage de spectacle. Donc elle est venue à Paris, elle a fait une école d'éclairage de spectacle, elle a eu son diplôme et elle a été embauchée au Bataclan. Donc ce soir-là, elle travaille au Bataclan. Oui. Et c'est pour ça qu'elle va d'ailleurs chercher à le rejoindre, cette salle-là, à tout prix, parce qu'il faut qu'elle travaille, parce Absolument. que c'est ça sa vie. C'est ça, oui. En plus, elle ne vivait que pour la musique, que pour les spectacles et la musique. Elle ne vivait que pour ça. Alors, dans cette salle du Bataclan, on sait que le premier terroriste a été abattu à 21h57. Ces 2 comparses le seront, mais à minuit 18. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui? On est en mai 2018, c'était en novembre 2015. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur les circonstances dans lesquelles votre fille, Nathalie, a été tuée? Mis à part le rapport du médecin légiste, qui est, à mon avis, très incomplet, puisque il avait prescrit un scanner du corps de ma fille, et ce scanner n'a pas été fait. Je ne sais même pas comment a été tuée ma fille. Elle a eu, non pas une balle apparemment, elle a eu des éclats. Alors, est-ce que c'est les éclats de la bombe lorsque l'un des 2 terroristes s'est fait sauter? Je ne sais pas. À ce moment-là, quand vous voyez, comme tous les Français, ces attentats, est-ce que vous pensez à votre fille tout de suite? Alors, quand j'ai entendu qu'il y avait une prise d'otage au Bataclan, immédiatement, j'ai su que ma fille était dedans. Immédiatement. Et vous êtes dit quoi à ce moment-là? Mon premier réflexe, comme tout papa, c'est de téléphoner et puis d'essayer d'avoir des nouvelles. Bon, évidemment, son téléphone est resté muet. Après, c'est de téléphoner à mon fils pour lui demander d'aller voir sur place, puisque moi, j'étais à l'époque dans le sud de la France. Et puis, toute la nuit, j'ai essayé d'avoir des nouvelles. Et puis, le lendemain matin, à la première heure, j'ai pris ma voiture, je suis arrivé à Paris. À ce moment-là, quand vous arrivez à Paris, est-ce que vous avez des informations personnelles? Est-ce que quelqu'un vous a appelé pour vous dire que Nathalie fait partie des victimes? Alors, j'ai d'abord eu un appel de FR3 qui m'a dit que ma fille était grièvement blessée, mais qu'elle était en vie. Mais quand j'ai demandé d'où ils tenaient cette information, ils étaient incapables de me dire quelle était leur information. Donc, tout en conduisant, j'ai téléphoné à tous les endroits que je pouvais savoir, et j'ai appris par un de ses amis qui était un ancien musicien de Marcel et son orchestre que ces informations avaient été données par M. Peloux, le médecin urgentiste. Donc j'ai réussi à joindre M. Peloux,
qui m'a dit qu'il ne se souvenait pas du tout, qu'il n'avait pas de souvenir de ma fille. Donc j'ai rappelé FR3 pour leur dire que leurs informations, il fallait peut-être les vérifier avant de me les donner. Et là, quelques secondes après, j'ai eu un coup de fil du maire de Marques qui m'a dit la même chose. Je lui ai demandé d'où il tenait ces informations et il m'a dit tout de suite qu'il les tenait de FR3. Donc je lui ai dit qu'en fait ces informations étaient malheureusement erronées. Et c'est tout ce que j'ai pu savoir. Je me suis rendu sur les lieux du Bataclan, j'ai été refoulé. On m'a dirigé vers la cellule de crise qui se trouvait à l'école militaire. Et là, je suis rentré dans une salle où on était accueillis par des gens de la Croix-Rouge, par des militaires également. Et ma fille ne faisait pas partie des victimes qui avaient été identifiées, si vous voulez. Donc, vous dites qu'avec votre frère, vous avez fait vous-même le tour des hôpitaux. Oui, alors ça c'était donc le samedi après-midi. J'ai passé jusqu'à pratiquement minuit à téléphoner dans tous les hôpitaux de Paris et de la région parisienne. Le lendemain matin, mon frère est venu me rejoindre vers 11h30 midi à la gare du Nord. Et là, on a continué à refaire le tour des hôpitaux, à téléphoner. Donc là, personne ne vous a appelé encore pour vous dire? Personne. Et là, au lendemain de ce drame, donc, c'est de manière absolument fortuite, vous vous retrouvez devant le Premier ministre Manuel Valls. Ces images ont fait le tour des télévisions, elles sont dans les mémoires. Hein, vous l'interpellez et il vous répond « Je vais personnellement m'occuper de cela ». C'est vraiment fortuit cette rencontre avec... Oui, tout à fait. J'étais venu chercher mon frère qui venait de Lille donc, par le train. Donc j'étais venu le chercher à la gare du Nord. Et là, je vois arriver un attroupement et je me rends compte que c'est Manuel Valls accompagné de M. Cazeneuve et de M. Le Drian et toute une nuée de journalistes qui le suivaient. Donc là, comme je suis relativement costaud, j'ai fendu le cercle de sécurité et je me suis retrouvé face à Manuel Valls. Et là, je lui ai dit ce que je pensais et puis que je trouvais inadmissible qu'après tant de temps, on n'ait même pas de nouvelles des victimes qui étaient à l'intérieur. Et il vous répond quoi? Il me répond que, d'abord, la première chose qu'il me dit, « Monsieur, pas devant les caméras ». Ça, c'est quelque chose qui m'a choqué énormément parce que j'ai trouvé cette remarque complètement déplacée. D'autant que moi, les caméras, c'est pas moi qui les avais fait venir, mais c'était bien lui pour montrer à toute la population française qui faisait la tournée des popotes pour voir si tout le monde était en place pour l'opération Vigipirate, là. Et il me dit qu'il va me mettre dans les mains de son meilleur conseiller et que ce conseiller va s'occuper de retrouver ma fille. Et alors ? Et alors, le dimanche soir, j'étais dans la salle de la cellule de crise à l'école militaire, à guetter, lorsque les imprimantes crachaient du papier, à guetter pour voir si ma fille avait été identifiée ou pas. Et vers 22h15, les gens de l'école militaire m'ont dit « Écoutez, on a identifié tous les blessés. Votre fille ne fait pas partie de la liste des blessés, donc manifestement, c'est qu'elle est décédée. » Un quart d'heure après, j'ai eu le conseiller de Manuel Valls qui m'a appelé pour me signifier qu'effectivement, ma fille devait être décédée. Et là, j'ai exigé de voir ma fille le soir même. Et c'est vrai qu'il a intercédé auprès du directeur de l'Institut médico-légal pour faire ouvrir à 11h du soir l'Institut médico-légal pour reconnaître le corps de ma fille. Mais là où je leur en veux, si vous voulez, c'est que ils n'ont pas sorti 10 ou 15 corps. Ils ont sorti un corps et c'était le corps de ma fille. Alors c'est très glauque parce que vous rentrez dans une pièce qui est très sombre. Au fond, il y a une pièce qui est par contre très éclairée, derrière une vitre. Et là, il y avait le corps de ma fille qui était étendu, recouvert par un linceul jusqu'au cou. Et j'ai même pas pu lui faire un bisou, quoi. J'ai pu que la reconnaître comme ça, quoi. Rétrospectivement, vous avez affirmé, je vous cite, « J'aurais dû, en parlant de Manuel Valls, mettre mon poing dans la figure ». Absolument, parce que j'estime que sa réflexion de me dire « Monsieur, pas devant les caméras » était complètement déplacée, quoi.
Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est Premier ministre, qui représente la France, puisse dire des choses comme ça lorsque se présente devant lui un père, certes énervé, mais bon, qui vient de perdre sa fille. Donc j'estime que sa réflexion était complètement inadaptée, quoi. J'ai vu beaucoup des entretiens que vous avez donnés. Je sais que vous écrivez un livre aussi. Oui, j'écris un livre justement pour que les gens prennent conscience et puissent faire pression auprès du gouvernement pour que de tels faits ne puissent plus se reproduire. Alors, je suis à la recherche de renseignements, hein, parce que, vous savez, c'est pas facile d'obtenir des renseignements. Je voudrais savoir comment s'est passé vraiment à l'intérieur du Bataclan, comment cela s'est passé. Je voudrais avoir aussi des renseignements sur l'identité des 8 militaires qui étaient devant le Bataclan au moment de l'attaque des terroristes. J'aimerais aussi avoir des renseignements sur la personne qui a donné ordre au bataillon de gendarmerie de Reims qui était affecté à la sécurité de Manuel Valls et qui avait entrepris de faire colonne vers le Bataclan pour intervenir après avoir entendu les coups de feu. Toutes ces choses-là, pour moi, ça reste un petit peu vraiment... je suis dans le noir. J'aimerais, s'il y a des gens qui peuvent me renseigner à ce sujet-là, je suis preneur des informations. Il y a eu un rapport parlementaire. Oui, il y a un rapport parlementaire. Par exemple, je l'ai lu et relu. Il est en 2 tomes. Je l'ai lu et relu. Mais on n'a pas vraiment de détails là-dessus. Bon, par exemple, au sujet des militaires, M. Le Drian se refuge derrière le secret défense. Donc on n'a aucun renseignement. Il y a une polémique, vous le savez, sur le fait que certaines victimes auraient pu être égorgées. Oui. De votre sentiment, c'est que c'est le cas? Ah, j'en suis persuadé, parce que j'ai assisté au procès de Jawad Ben Daoud, et est venu témoigner à la barre un monsieur qui nous a dit que lorsqu'il a reconnu le corps de son fils, il n'y avait plus de Dieu dans les orbites. Donc je suis sûr. Moi-même, ma fille, je me demande, parce que lorsque je l'ai rencontrée, lorsque j'ai été la reconnaître plutôt, eh bien, elle avait un linceul jusque-là. J'ai demandé à l'entreprise de pompes funèbres de bien vouloir me dire où étaient les impacts lorsqu'il ferait la toilette funéraire de ma fille. Ça a été refusé. En fait, c'est l'Institut médico-légal qui a fait la toilette funéraire de ma fille. Et les photos que j'ai pu avoir par l'intermédiaire des juges d'instruction, on remarque qu'effectivement, ma fille, à la base du cou, a une trace. Bon, je ne sais pas si c'est une trace d'égorgement ou pas, j'en sais rien, mais c'est suspect, quoi. J'ai vu, je l'ai dit, et j'ai écouté tous vos entretiens, et j'ai vu, mais c'était il y a 1 an, c'était marqué par un sentiment profond, et totalement compréhensible, bien sûr, de ressentiment, le ressentiment qui est le vôtre. Et vous avez même dit à un moment donné de la haine. Par exemple, vous avez dit, j'ai de la haine à l'égard des politiciens. Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les choses ont évolué? Déjà, est-ce que vous avez pu changer? Absolument pas, parce que plus je vais dans l'enquête pour mon livre, plus je me rends compte que cet attentat-là était prévisible et aurait pu être évité. Vous savez, quand vous entendez M. Cazeneuve qui dit le matin même des attentats à son préfet de police, je m'attends à un attentat de 130 morts. Soit M. Cazeneuve sait des choses, soit M. Cazeneuve est extra-lucide. Ça laisse supposer qu'il savait quelque chose. Alors peut-être savait-il pas que ça allait se passer ce jour-là au Bataclan, je veux bien lui en donner crédit. Mais j'ai des doutes. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est différent? Non. Dans le traitement, dans la gestion? Non, pas du tout. Il a désigné l'ennemi, vous voyez, il a désigné l'ennemi. Oui, mais d'ailleurs, les attentats n'ont pas cessé depuis l'élection de Emmanuel Macron, mais évidemment, ces attentats sont ont fait moins de morts, donc ils sont moins spectaculaires, mais ils continuent quand même. Je pense qu'au contraire, on en aura de plus en plus.
Emmanuel Macron est pour le fait de laisser rentrer des migrants. Les juges d'instruction, lorsqu'ils nous ont tous réunis en mai 2016 pour nous tenir au courant, ils nous réunissent à peu près tous les 6 mois, nous ont indiqué que tous les terroristes qui avaient participé à l'attentat du Bataclan, parce qu'il n'y a pas que les 3 qui se sont fait abattre, il y en a 7 ou 8, tous ont fait des voyages en Syrie, et sont partis en Turquie, en Syrie, via la Grèce, et circulent, alors qu'ils sont fichés S, et circulent en Europe parmi les migrants. Donc je trouve que laisser rentrer encore plus de migrants, c'est absolument criminel. Cette haine phénoménale, j'ai vu et entendu ce terme-là de votre part. Est-ce qu'elle est aussi bien évidemment portée sur les islamistes? Il y a eu 130 morts, 493 blessés, rien qu'au Bataclan. Et les 3 terroristes, les 3 assassins du Bataclan étaient Ismaël Omar Mustefai, Sami Amimour et Fouad Mohamed Agad. Ils étaient tous les 3 fichés S. Agad avait rejoint l'État islamique en décembre 2013. Est-ce que vous pensez, c'est toujours un même débat, mais vous avez, vécu cela au plus profond de vous-même, qu'il y a une défaillance de l'État dans le traitement des fichiers S? Absolument. Dans l'enquête que je mène pour écrire ce livre, je me suis rendu compte que les fichiers S les plus connus sont parfois astreints à aller pointer tous les jours au commissariat. Ils doivent pointer entre 6h du matin et 18h le soir. Ce qui leur laisse entre 18h le soir et 6h le lendemain matin tout le loisir de faire ce qu'ils veulent. Moi, ça ne me rassure pas du tout. Ça ne me rassure absolument pas. Je sais qu'il y en a un qui est incarcéré, qui va être relâché en 2019, qui est un dangereux terroriste. Ça ne me rassure pas du tout. J'estime qu'il faut trouver une solution au niveau des pouvoirs publics pour mettre ces gens-là hors circuit. Ils se sont mis hors la société, ils doivent accepter maintenant d'être mis hors circuit. Est-ce que vous avez rencontré des rescapés? Est-ce que vous avez pu rencontrer des rescapés qui vous ont dit ce que J'en ai rencontré effectivement quelques-uns. Bizarrement, ils ne sont pas du tout dans la même démarche que moi. Ils sont plus dans le pardon et dans la... Comment je veux dire ils essayent d'oublier, je crois, surtout. Moi, je ne pourrais jamais oublier ma fille. Ce n'est pas possible, c'est au-dessus de mes forces. Vous affirmez qu'il y a eu des actes de torture? J'affirme qu'il y a eu des actes de torture, j'en suis certain. Au 2e étage, c'était notamment là où ça a été procédé à des décapitations, on parle d'éviscération. Il paraît, oui. Comment jugez-vous le dispositif de soutien aux victimes et aux familles? Est-ce que vous considérez tout bien penser, parce que ce sont des moments toujours difficiles, que finalement on vous a accompagné, on vous a aidé, ou est-ce que vous pensez qu'on vous a quand même abandonné? Bon, il faut être tout à fait honnête, j'ai pas non plus recherché à ce qu'on m'aide. Toutes les aides psychologiques, tout ça, bon, j'y crois pas beaucoup, donc j'estime que je suis assez fort pour m'en sortir par moi-même. Donc de ce côté-là, bon, après... Bon, je fais partie d'une association qui est l'association du 13 novembre 2015. Bon, ces gens-là ne servent pas à grand-chose. J'ai rencontré l'ancien président qui était M. Georges Saline. Lui, il m'a simplement fait l'apologie de la mère de Mohamed Merah en me disant que c'était une femme bien et que tous les islamistes n'étaient pas méchants. Je suis parti, je l'ai quitté en lui disant « Monsieur, on n'a qu'un seul point commun, c'est que vous avez perdu votre fille, j'ai perdu la mienne. » Mais j'adhère pas du tout à ces convictions, je ne peux pas. Je me sens complètement à part de ces gens-là. Alors, c'est peut-être moi qui ai tort, c'est peut-être eux qui ont raison, parce qu'en accordant leur pardon, eh bien, ils achètent un peu leur tranquillité morale. Moi, je serai dans le combat jusqu'à la fin de ma vie. C'est mon combat, c'est pour ma fille, je le fais pour ma fille. Et si jamais, à mon petit niveau, je peux éviter que ça se reproduise,
je ferai tout pour éviter que ça se reproduise. Vous m'avez dit que vous aviez toujours peur, cette inquiétude, maintenant elle ne vous lâche plus. Non. Pour votre fils, non, oui, bien sûr, pour, vous aimez. Pour mon fils, oui. Moi, vous savez, j'ai plus rien à perdre. Hein. Même perdre la vie, ça me fait même pas peur. Mon fils, c'est différent. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. On est dans un pays où on n'est pas en sûreté. Il faut quand même avoir le courage de le reconnaître. C'est triste, mais c'est comme ça. On ne peut pas s'empêcher, lorsqu'on va voir un match de football, de penser à ce qui pourrait arriver si jamais il y avait une bombe qui sautait. On prend le train, on se pose aussi des questions. Et c'est partout pareil. Vous allez dans une gare, on fait attention. Et les haut-parleurs, d'ailleurs, vous le rappellent très bien en disant si jamais il y a quelque chose qui traîne, prévenez-nous tout de suite, on va faire sauter la valise. Donc on est sur nos gardes tout le temps. On est sur nos gardes tout le temps. Merci beaucoup Patrick Jardin d'être venu témoigner à TV Liberté et puis finalement de poursuivre à faire vivre Nathalie Jardin dont on parle et qu'on n'oubliera pas. Merci beaucoup.